Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super heureuse de vous retrouver et vous voyez j'ai autour de moi la ronde des pochettes au complet puisqu'aujourd'hui on va faire ensemble la pochette numéro 7 et elle est particulière cette pochette parce que je l'ai appelée la vintage et c'est pas pour rien et elle porte bien son nom parce que regardez un petit peu cette forme particulière, on a l'impression de voir je sais pas moi les sacs des médecins là dans Dr Queen ou je ne sais pas mais vous voyez un petit peu, elle fait un petit peu sac bourse, enfin je sais pas comment vous la prédéfinir et vous allez voir qu'en l'ouvrant, eh bien elle a une fermeture et une grande ouverture. Alors vous allez voir tout ça dans un pas complet puisqu'elle est accompagnée de sa petite sœur, la version petit format que vous trouverez bien entendu dans le PDF complet. Et aujourd'hui vous n'aurez pas un seul mais deux PDF parce que j'ai transformé cette pochette en sac avec une technique crazy et vous allez voir que je vais vous expliquer un petit peu en détail comment je l'ai réalisé et vous voyez elle est plutôt super sympa avec un bouton à recouvrir et puis écoutez hein, comme l'autre hein, elle a une fermeture donc voilà vous allez voir un petit peu tout ça en détail et la petite qui elle a la fermeture dans l'autre sens et vous allez voir pourquoi parce que je vais vous expliquer tout ça dans un pas à pas complet. Je vous demande juste de me suivre le temps de rassembler mon petit matériel et je suis à vous de nouveau, alors à tout de suite. Eh bien, je suis de retour avec mes deux PDF et pas seulement, parce que vous allez voir que je vous avais promis la semaine dernière donc que j'allais terminer donc la petite pochette porte-clés. Donc je vous la montre là, donc vous voyez un petit peu ce que ça donnait. Donc avec la petite chute qu'on a donc conservée de la semaine dernière, eh ben j'ai réalisé mon petit porte-clés. Alors maintenant il vous reste plus qu'à faire les vôtres et puis écoutez de m'envoyer vos petites photos pour que j'admire un petit peu le résultat. Alors maintenant, on va se concentrer dans un premier temps, écoutez, sur le sac en format crazy. Avant que je vous explique donc le plan principal, je vais vous parler un petit peu de ce crazy que j'ai fait moi sur ce sac. Donc cette pochette que j'ai transformée en sac parce que comme elle a un très grand format, donc le transformer en sac, ça n'a pas été si compliqué que ça puisqu'il a fallu juste que je lui mette des sangles. Alors les sangles, je vais vous expliquer dans le détail, hein, donc là je vais vous l'ouvrir. Alors à savoir, si vous avez des machines familiales, je vous recommande pas de la faire entièrement en crazy comme je viens de le faire moi. Donc vous allez voir dans les étapes, je vous explique tout dans le pas à pas, hein, que je joindrai donc sous la vidéo. Et puis vous voyez un petit peu qu'il a beaucoup de parties qui sont faites en crazy. Donc voilà. Donc le crazy c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc c'est ce que je vous dis aussi dans le pas à pas. Et avant donc que vous ayez tout ce pas à pas, vous avez des petites photos comme habituellement. Vous avez les gabarits du crazy. Parce que pour faire du crazy, je vous recommande d'avoir un gabarit qu'on appelle la crazy, que je vous mettrai donc en lien dans la vidéo pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc, ou éventuellement, ce que vous allez faire, écoutez, vous allez prendre le patron, parce que vous pouvez très bien le faire, le reproduire soit sur du Plexiglas, du rhodoïde, du carton, comme vous voulez. Donc, mais quand même sur une base rigide, parce que en fait, ce crazy, vous n'en aurez besoin que éventuellement, voyez, allez, 5 fois si vous avez une machine industrielle et 3 fois si vous avez une familiale. Puisqu'ici, il ne faudra pas faire le crazy, sinon vous allez avoir du mal et il y aura trop d'épaisseur. Et tout ça, c'est ce que je vous explique dans le pas à pas complet. Sinon, il existe des gabarits à crazy. C'est ce que je vous explique tout au long de la vidéo. Alors, vous avez vous avez celui-ci que j'ai utilisé. Mais en lien, je vous mettrai que celui-ci de EZ Quilting. Pourquoi? Parce que celui-ci, on ne le trouve plus. D'accord? Je l'ai utilisé moi parce que j'ai trouvé qu'il était sympa. Mais vous pouvez utiliser celui-ci. Et à ce moment-là, vous ferez bien attention parce que vous avez donc plusieurs, si vous l'achetez, hein, de toute façon, vous avez donc la notice, donc il suffira de la suivre. Mais vous prendrez le premier trait ou le second pour faire la partie centrale du sac. Et vous verrez que pour les autres parties, eh bien, j'ai utilisé le tout petit. Et on le voit ici au centre qu'il est plus petit. Je l'ai utilisé là. Je l'ai utilisé ici sur les deux latérales, tout simplement, et donc le grand pour le fond. Alors, vous avez toutes les explications, hein, parce que là, je vais aller très vite. Hein. Vous allez, bien entendu, écouter tout ce que je vais vous dire tout à l'heure pour le montage, pour la réalisation. Je ne l'ai pas reproduit sur ce patron. Sur ce patron, moi, je me suis concentrée uniquement sur la partie crazy et comment vous devez préparer et le molleton, parce qu'il faut une grande marge, tout le contour donc du patron. Et c'est ce que je vous dis ici. Vous avez déjà le dessin du patron et du format. Parce que vous allez trouver un patron, donc dans l'autre PDF, de 1/4 de plan. D'accord? Vous l'avez ici. Je vais quand même vous montrer pour que vous voyez là où je veux en venir. Vous avez 1/4 de plan. Vous l'avez ici, dans le corps de la grande pochette. Donc ici, vous avez une partie, 2 parties, 3 parties
et 4 parties. Ce que vous allez donc faire, vous allez prendre donc le corps de la pochette et vous avez donc ce quart de plan. Vous allez le faire une fois comme ça sur votre molleton, vous allez le dessiner, puis vous allez faire ceci, puis vous allez faire ceci, et puis enfin ceci pour obtenir les 4 parties identiques et de façon à ce que les arrondis se retrouvent au bon endroit. Sur votre molleton, une fois que vous aurez tracé donc le gabarit, vous laisserez une marge d'au moins 3 cm. Là, moi, j'avais laissé très peu, hein, mais il faut bien 3 bons centimètres parce que sinon vous allez galérer ensuite parce que ça a tendance à rétrécir. D'autant plus que si vous utilisez du jean récup, comme je l'ai fait là, eh bien vous allez voir que utiliser des matières qui sont très stretch, parce que là moi j'ai des matières stretch, j'ai des matières qui sont un peu plus rigides, donc j'ai vraiment été à la couture de l'extrême, vous allez vous rendre compte que ça va vraiment rétrécir et vous allez avoir un souci. C'est ce que je vous explique. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre le grand gabarit Crazy et puis vous allez découper sur un bout de tissu et puis vous allez venir le fixer au milieu. Et comme vous avez tracé les médianes de votre patron, trouver le milieu, ça sera très simple. Et puis ensuite, vous allez adopter la technique Crazy que je vous ai déjà donc montré lorsqu'on a fait le sac ourson et je vous mets en lien la vidéo pour que vous puissiez la retrouver facilement. Mais vous avez le lien aussi dans le patron que je vous présente donc sous la vidéo aussi. Ensuite, vous avez l'arrière. Alors pourquoi j'ai mis l'arrière? Parce qu'ensuite il faudra reproduire une fois de plus, une fois que vous aurez fini votre Crazy, reproduire le gabarit 4 fois, c'est-à-dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et vous, bien entendu, vous tracez tout le contour et vous faites un zigzag sur la partie du molleton. Ça sera plus facile parce que comme vous avez beaucoup de petits morceaux de tissu, ça risque de plisser et en le faisant côté molleton, vous n'aurez pas de mal à faire votre zigzag. Et ensuite, vous vous retrouvez avec une face comme ceci, avec un plan complet. Et vous allez voir que vous allez le télécharger en couleur et c'est super joli le Crazy là, sur la photo. Vous allez voir, c'est super sympa. Ensuite, écoutez, vous coupez tout simplement tout le long du trait, comme ce qu'on fait classiquement. Hein, donc, ensuite, alors, vous avez les 2 parties à zip. Alors, vous avez un gabarit à zip. Ça, je vais vous expliquer tout à l'heure dans la petite pochette, parce que la petite pochette, c'est le même principe que la grande, sauf que la fermeture, on la met dans l'autre sens. Hein, donc, rien de compliqué. Alors, vous avez le gabarit à zip. Il fait 35 par 6,5, c'est ce que je vous mets là. Et je vous l'ai mis aussi dans le patron normal, hein, de toute façon. De la même manière, vous allez le reproduire sur le molleton. Et pour celles qui ont une machine industrielle, eh bien, faites la partie zippée aussi avec un Crazy. Si vous avez des machines premier prix, vous savez, des machines, vous savez que après on monte en gamme à partir de 600, 500, 700 euros. On a des machines après qui tiennent à peu près la route. Parce qu'après il y a des prix qui sont beaucoup plus élevés. Mais voilà, ne vous aventurez pas à faire cette partie en Crazy. Parce que vous allez avoir ensuite des problèmes d'épaisseur. Et surtout si vous la transformez en sac, et pour mettre les sangles et pour mettre le biais. Donc je vous recommande de ne pas le faire en Crazy si vous n'avez pas une machine qui est... voilà, si vous avez une VQ2, allez-y, hein, ou une industrielle comme moi, allez-y. Les premiers prix, figurez-vous que vous aurez beaucoup de mal. Et même en ayant une aiguille très épaisse. Alors, je vous recommande de faire cette partie en partie unie. Par contre, si vous décidez de faire ce sac en Crazy, mais en Crazy coton, parce que vous pouvez très bien le faire en coton et il serait super. Vous pouvez l'utiliser en 2 tonalités, hein, le Crazy. Hein. C'est-à-dire que vous allez faire votre arrondi, hein, comme ce que je vous montre dans la vidéo. Eh bien, vous faites une partie centrale différente. Ensuite, vous mettez les mêmes tissus ici. Et puis, quand vous tournez au prochain tour, vous mettez un tissu différent. Et vous allez obtenir un sac sublime. D'autant plus que quand on arrive vers la fin, on ne fait plus le tour. On va de droite à gauche, hein, pour finir le Crazy. Ça, je vous le montre. Vous allez avoir ici un effet bariolé, si vous voulez, hein, donc strié, comme vous voulez, avec 2 tonalités de tissu, et ça peut faire quelque chose de sympa. Je vous recommande vraiment de la faire en coton, si vous avez des machines voilà, qui ne sont pas industrielles. Ce sera plus simple, et à ce moment-là, vous pourrez faire les parties du zip en Crazy. Bien entendu, vous allez utiliser le petit gabarit que je vous ai mis en première page, hein. Vous l'avez là, hein. Voilà, vous voyez, c'est le même, hein. Eh bien, vous allez l'utiliser sur les 2 parties et vous les mettez bien au centre. Et pareil, une petite couture de sécurité tout le tour, hein. Voilà, ou de maintien comme vous voulez. Et puis votre Crazy que vous allez tourner dans le sens toujours des aiguilles d'une montre. Et quand vous arrivez aux extrémités, vous faites droite, enfin gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite pour les dernières bandes. Voilà, rien de compliqué. De toute façon, j'ai été suffisamment clair dans la vidéo du Crazy lorsqu'on a fait justement ce sac ourson. Et bien entendu, après, vous faites pareil sur l'envers. Hein. Vous tracez sur l'envers et puis vous élongez le trait. Vous pouvez éventuellement faire un zigzag
sur l'envers pour que, bien entendu, tout soit bien assemblé, pour que vous n'ayez pas de problème pour la pose du zip. Ensuite, pour la pose du zip, hein, donc vous regarderez la suite de la vidéo, bien entendu, puisque je vais vous montrer comment on fait cette partie zippée, et que ce soit pour la grande ou la petite, la technique est la même, sauf le sens du zip, que sur la grande pochette, je vais vous montrer plutôt la pochette, comme ça vous allez vous rendre compte, et surtout que j'ai utilisé les mêmes coloris. Sur la grande pochette, vous l'avez dans ce sens-ci, et je vous les mets là toutes les deux pour que vous voyez ce que je veux vous dire. Et dans la petite, vous l'avez dans ce sens-ci. En fait, là, vous l'avez à l'horizontale, et ici, vous l'avez à la verticale. Tout simplement. C'est ce qui différencie la petite de la grande, mais le montage est le même, c'est juste le sens. Et ça, je vous montrerai tout à l'heure dans quel sens vous devez mettre la grande. Et bien entendu, je vais faire la petite devant vous, donc vous n'aurez aucun souci pour comprendre ce que je veux dire. Ensuite, vous aurez à tracer sur l'envers donc la partie qui concerne la partie du zip, le gabarit à zip. Donc ça, je vais vous le montrer tout à l'heure lorsqu'on va faire la pochette. Et puis sur l'envers, pareil, hein, vous tracez. Je vous recommande de tracer sur l'envers côté molleton, c'est plus simple avec un feutre basique, quel qu'il soit. N'utilisez pas un effaçable à chaud, ça coûte beaucoup plus cher. Utilisez un feutre classique, c'est ce que je fais moi. Et puis ensuite, vous faites votre petit zigzag. Et puis ensuite, écoutez, vous coupez, vous longez le long du trait et vous obtenez votre partie ronde qu'on trouve ici pour la partie du zip. Tout simplement, rien de compliqué. Vous allez voir qu'avec le détail, ça va aller très vite. Ensuite, vous avez les deux latérales. Alors, les deux latérales, même principe, vous coupez, vous préparez votre molleton, vous mettez le petit crazy, c'est ce que je vous mets, hein, le petit crazy, alors je ne sais plus où il est. Il s'est fait la malle, c'est pas grave, mais vous avez compris que c'est le petit crazy. Pareil, vous laissez toujours une marge de 3 cm tout le contour, parce que lorsqu'on fait le crazy, eh ben, je vous le redis, ça rétrécit le tissu. Et puis ensuite, sur l'envers de votre tissu, vous reproduisez le gabarit. Tout simplement, côté molleton, vous faites un zigzag côté molleton pour faciliter la chose. Et puis, vous longez ensuite votre zigzag pour couper et obtenir vos deux latérales. Ensuite, pour les sangles. Alors les sangles, je vous ai déjà montré comment on fait des sangles. Vous regarderez la vidéo lorsqu'on a fait le sac rond. La première vidéo, je vous avais expliqué comment couper le tissu, comment faire des sangles. Et vous la regarderez, elle est assez complète. Donc je vous l'ai mis en lien. Et je vous la mets aussi en lien dans la vidéo pour que vous puissiez cliquer et trouver facilement. Et comment j'ai positionné les sangles. Donc vous l'avez ici. En fait, je les ai positionnés sur la partie intérieure pour qu'on puisse continuer à voir le petit biais sur la partie extérieure. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, vous n'allez pas le voir, mais j'ai pris une petite sangle à 6 cm du milieu. Je suis venue positionner avec une couture de sécurité, j'ai positionné ma sangle. Et lorsque j'ai positionné ensuite le biais, j'ai positionné le biais. Et une fois le biais terminé, eh ben, écoutez, je suis venue faire ceci. Et j'ai positionné une petite couture ici, sur l'avant, pour bien me tenir la sangle. Rien de compliqué. Je ne vais pas vous le montrer. Vous le ferez très bien sans moi. Ça, j'en suis certaine. Donc voilà. J'ai donc terminé toutes les explications. Je vous dis, bien entendu, toutes les dimensions qu'il faut pour la sangle. Vous avez la partie extérieure. Eh ben, écoutez, c'est celle qui est en jean. Hein. D'accord? Et la partie intérieure, c'est celle qu'on trouve ici avec cette imprimé-ci. Alors moi, elle a été faite en total récup. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs essences de jean. Parce que figurez-vous que moi, j'ai un panier, hein, donc un grand container. Et lorsque je fais des projets, il me reste souvent des chutes de jean. Et ben, je les ai tous cumulées. Alors, en récup, il y a le jean, il y a le tissu. Hein, qui provient de l'école Amilly lorsque j'ai participé aux poupées Frimousse avec l'UNICEF, en partenariat avec l'UNICEF. Donc on avait pas mal de poupées, hein, je leur fais coucou et plein de bisous à l'école. Donc voilà. Et puis j'ai acheté uniquement le bouton à recouvrir. Alors le bouton à recouvrir, c'est très simple, hein, vous pouvez en faire un fabrication maison avec un bouton classique et on l'a déjà vu et je vous ai déjà montré comment faire. Vous regarderez pour ce faire la vidéo du petit mini boy dans son cadre à broder. Donc on avait fait la casquette Gavroche de souvenirs et puis écoutez, on avait vu comment on fait des boutons à recouvrir à partir d'un bouton classique. Donc je vous la mets en lien et puis vous cliquez dessus et puis vous verrez que écoutez, faire un bouton recouvert avec un bouton classique, c'est un jeu d'enfant. Ensuite, écoutez, bien entendu, il y a la fermeture aussi parce que ça on peut pas y échapper, je l'ai acheté, mais des fermetures à vraiment à bas coût et de très bonne qualité. Je vous les mettrai en lien dans la vidéo parce que vous allez voir qu'elles sont vraiment topissimes et franchement 16 € les 20 je crois à peu près de mémoire. Voilà, hein, ça vaut le coup, hein. Allez-y, hein. Donc voilà.
Et puis vous voyez un petit peu ce que ça donne à l'intérieur du sac, il est plutôt sympa, donc quasiment en total récup. Donc moi j'ai fait de la couture de l'extrême lorsque je l'ai fait parce que le tissu que j'ai mis donc secondaire, hein, donc ce tissu imprimé, il était quand même assez élastique, donc ça n'a pas été une mince affaire de poser le biais et de le réaliser, mais voilà, utilisez vraiment du coton sans élastamane, sans qu'il soit stretch, un coton classique parce que sinon vous allez vous rendre compte que c'est un petit peu compliqué à travailler. Donc voilà, ça c'est plutôt pour les débutantes parce que les confirmées, elles feront ça les doigts dans le nez, hein, comme on dirait. Donc voilà, donc j'en ai terminé avec l'explication donc du Crazy. Maintenant on va s'attaquer donc à la pochette en elle-même. Parce que vous choisissiez la grande ou la petite, la préparation est identique. Et bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la pochette que je vais faire devant vous, eh bien c'est le petit format. Pourquoi? Parce que tout simplement ça va aller plus vite à réaliser. Et puis écoutez, moi je l'aime bien la petite. J'aime bien la grande aussi, soit dit en passant. Alors pour commencer, vous avez les deux pochettes, hein. Comme ça vous voyez un petit peu le sens. Ici à l'horizontale. Vous avez ensuite donc dans le PDF le petit format. Et pour le petit format, comme vous pouvez le voir, vous l'avez à la verticale, la fermeture. C'est ce qui différencie les deux. Vous le voyez très bien ici. Alors vous avez donc la grande pochette. Alors la grande pochette, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez un quart de plan que vous retrouvez ici. Je ne vais pas vous le refaire, mais vous le reproduisez une fois sur l'endroit et puis 3 fois à effet miroir pour que vous obteniez un plan complet avec 4 parties. Donc voilà, rien de compliqué. Vous avez ensuite la grande latérale, ici. Vous avez ensuite le gabarit à zip et il vous faudra préparer votre tissu ou votre molleton avec un 35 cm par 16,5 en partie principale, toujours avec une marge si vous allez faire un piqué libre, mais ça je vais vous le montrer tout à l'heure. Ensuite, vous avez aussi la lanière. Alors la lanière, vous avez les dimensions, mais bon, vous pouvez le couper tel quel parce que vous voyez que tout est à l'échelle. C'est cette lanière que vous trouvez ici et que vous trouvez aussi dans la version sac. Donc rien ne différencie, c'est les mêmes patrons pour faire donc ou en format pochette ou en format sac. Hein, donc rien de compliqué. Donc de ce côté-là. Ensuite, on en arrive à la petite pochette. Alors là, j'ai bien entendu, j'ai préparé tous les éléments de la petite pochette. Alors comment j'ai fait? C'est simple. Hein. Là, par contre, pour la petite pochette, vous avez un demi-plan. Qu'est-ce que ça veut dire un demi-plan? Ça veut dire qu'il va falloir que vous le reproduisiez à effet miroir, comme vous l'avez là. Une fois dans un sens et puis une fois dans l'autre. Et comment j'ai préparé mon molleton? Eh bien, j'ai pris mon petit gabarit de la même manière que ce que je vous ai montré lorsqu'on a fait le Crazy. Je l'ai dessiné sur la partie du molleton avec un feu de tout le contour pour pouvoir venir faire mon piqué libre. Je vous recommande de toujours faire un piqué libre sur vos pièces. Si ce n'est pas un piqué libre, un matelassage avec des lignes. C'est très simple à faire. Et avec ces lignes, vous pouvez utiliser un point décoratif au lieu de faire des points droits. Faites parler votre imagination, mais matelassez votre tissu, matelassez-le parce que ainsi vous aurez une stabilité. Je vous ai prouvé la semaine dernière lorsqu'on a fait donc la pochette mallette bariolée, que j'ai appelée la bariolée. Je vous ai montré une sans avoir donc fait le point décoratif et une avec le point décoratif. Et vous avez vu qu'on n'obtient pas la même tenue. Si vous voulez avoir de la tenue dans toutes vos pièces, quelles qu'elles soient, dans vos sacs ou peu importe ce que vous allez faire, et si vous voulez que elles tiennent comme la mienne, et vous voyez que pourtant c'est un très grand format. Normalement, elle aurait dû s'affaisser avec le poids, parce que vous avez quand même le poids du biais, le poids du zip, le poids de la partie intérieure, et pourtant, regardez, elle ne s'affaisse pas. Pourquoi? Parce que j'ai fixé mon tissu sur le molleton. Je vous recommande vraiment de le faire, parce que vous obtiendrez toujours un travail impeccable et un tissu avec du relief. Et c'est important. Ainsi, vous pourrez utiliser le même tissu, mais en changeant votre gabarit, donc votre pochoir à quilting, parce que là moi j'ai utilisé des petits cœurs, celui-ci, écoutez, vous devez le voir, hein, on voit suffisamment dans le relief, j'ai utilisé des arrondis. Eh bien, en fonction du gabarit que vous allez utiliser, vous n'obtiendrez jamais le même résultat et vous ferez toujours des pièces originales et uniques. Donc voilà, mais lorsqu'on travaille avec du molleton et qu'on fait qu'un piqué libre ou qu'on fasse un matelassage, on fait en sorte d'avoir toujours au moins 1 à 2 cm de marge. Pour le piqué libre, plutôt 2 cm de large, alors que tout à l'heure pour le Crazy, je vous disais 3 parce que le Crazy, eh bien c'est un assemblage et c'est différent. Pour un piqué libre, 2 cm de marge, c'est-à-dire que vous avez votre molleton. Imaginez, j'ai mon molleton ici, et ici, hein,
ici j'ai mon patron principal, et bien vous voyez ici je laisse 2 cm, 2 cm là, 2 cm là, 2 cm là, pour que vous soyez sûr que vous n'ayez pas de soucis. Et là vous le voyez, hein, vous voyez bien, on le voit bien mon piqué libre, hein. Alors je vous referai un cours sur le piqué libre très bientôt. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai fait la dernière vidéo, j'ai acquéri beaucoup plus d'expérience. Donc je pourrais vous parler de d'autres détails et d'autres choses que j'ai mis en place au niveau du piqué libre. Donc vous savez, la couture c'est ça, on évolue et on apprend de nos erreurs. Et la première vidéo est topissime, ça va de soi, mais je vous apprendrai des nouvelles techniques. Parce que je vous disais qu'il fallait souvent des points un peu plus larges. Mais lorsqu'on fait des courbes, je vous recommande d'avoir un point plus petit. Et vous allez voir que vous obtiendrez un piqué libre plus parfait. Et vous arriverez mieux à obtenir une régularité de votre point. Donc vous allez voir que, écoutez, j'ai acquis beaucoup plus d'expérience. Et ce qui fait que je pourrais mieux vous parler du piqué libre. Et c'est pas tout. Parce que lorsque je ferai donc ce cours spécial piqué libre, alors je sais pas quand, hein, donc je vais m'organiser. Parce que bon, il y a toute une série de vidéos qui vont arriver après cette ronde des pochettes. Eh bien, lorsqu'on fera ce piqué libre, je vous ferai gagner des pochoirs. Donc, parce que j'ai quelques pochoirs en double. Et j'en ai, je sais pas, 7 ou 8 hein, à peu près. Alors, sachant que chaque pochoir vaut entre 8 et 10 euros ou 5 ou 6 euros, ça dépend le pochoir. Eh bien, je vous les ferai gagner via un petit concours. Donc, je ferai un petit concours et puis, bien entendu, je vous les enverrai gratuitement et je l'offrirai à celle qui répondra correctement à la réponse que je ferai à ce moment-là. Donc, on verra comment je vais organiser tout ça, mais je vous ferai participer, je vous ferai gagner donc ces pochoirs qui, honnêtement, vous faciliteront donc ce piqué libre. Donc, ça, c'était vraiment ce que je vous prévois dans les semaines à venir. Donc, alors, vous avez donc cette petite partie principale que j'ai préparée. J'ai préparé de la même manière, et écoutez, une petite doublure, voilà, rien de compliqué jusque-là. Ensuite, vous avez les parties latérales. Alors, les parties latérales, on les trouve là, ici. Alors, il y a encore des traces de marquage hein, dans mes ouvrages, j'ai pas eu le temps d'enlever tous les marquages, mais bon, voilà. Donc, vous avez ensuite donc 2 parties latérales. Et qu'est-ce que j'ai fait de la même manière hein, je me laisse... Là, en l'occurrence, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un rectangle de molleton de façon à inclure déjà les 2 latérales. C'est plus simple. Plutôt que d'en faire une et puis d'en faire une, comme ça mon piqué libre est plus facile. Écoutez, j'ai coupé un rectangle, hein, comme ça. Hein. Et puis après, une fois que j'ai fini, j'ai pris mon gabarit une fois, 2 fois sur la même longueur de tissu, hein, donc qui a été quilté, hein, voilà, hein, le piqué libre. Eh bien, je suis venue reproduire mon petit gabarit 2 fois, tout simplement. Et ensuite, sur la doublure, 2 fois également, pour faire mes 2 petites latérales. Ensuite, vous avez ensuite la petite lanière. Hein. Donc la petite lanière, c'est celle qui va servir donc à attacher la pochette au bouton, tout simplement. Parce que si vous n'avez pas de lanière, votre pochette, elle resterait toujours ouverte. Donc voilà le pourquoi et le comment de cette petite lanière qui se ferme très facilement. Donc vous l'avez là, hein. Vous avez les dimensions. Et puis pareil, hein, une fois sur le tissu et le tour est joué. Ensuite, on va sur la partie du zip. Alors la partie du zip, c'est la plus compliquée, on va dire, de cette petite pochette. Enfin, la plus compliquée, non. On dira que c'est la pose du biais. Hein, parce qu'en général, tout le monde a du mal à poser du biais. Mais vous allez voir qu'avec la technique que je vous donne, c'est un jeu d'enfant, hein, poser des biais. Hein. Vous allez en mettre partout après. Donc ensuite, vous avez les 2 parties donc, qui forment le zip. Pareil, hein. J'ai pris un molleton hein, volumineux, hein, par contre. Hein. Lorsqu'on fait du piqué libre, je vous recommande de prendre un molleton volumineux qui fasse au moins 1 cm. Alors, j'ai commandé du Viseline. Comme ça, je vous donnerai la référence de la Viseline que je vais utiliser pour faire du piqué libre. C'est un molleton assez volumineux. Je vais le tester. Et lorsque je l'aurai testé, écoutez, je vous le présenterai. Comme ça, vous n'aurez pas de mal à le trouver, là, ce molleton. Alors... pareil, hein, j'ai pris un beau carré ou rectangle de tissu. J'ai fait tout mon piqué libre. Et puis ensuite, écoutez, je suis venue tout simplement reproduire mon gabarit. Un petit zigzag, tout le contour. Un coup de ciseau. Et tout va bien. Et puis pareil pour la petite doublure, de la même manière. Alors pourquoi j'ai fait des rectangles? Parce que au final, si vous avez vu dans la pochette, on a une partie arrondie. Eh bien, pour faciliter justement la pose du zip. Vous allez voir que ça facilite le fait de reproduire le gabarit arrondi que vous avez ici. Ce gabarit arrondi,
sera à reproduire une fois que vous aurez appliqué le zip avec ces deux parties rectangulaires et la doublure. Il vous faudra bien entendu un zip. Un zip, je vous ai noté, hein, donc la longueur du zip, hein, il fait 20 cm. Donc moi, j'avais pas 20 cm, donc je vais vous prendre toujours un plus grand, mais c'est pas grave, je coupe. Et vu le prix des zips, donc voilà, hein, donc il faut pas hésiter à le faire. Vous avez besoin, écoutez, de boutons à recouvrir. Alors je vous ai déjà montré, hein, donc les boutons à recouvrir. Alors je vous ai mis dans la dernière page les fournitures pour la grande pochette, hein, les fournitures générales, hein, ça va de soi. Vous avez un bouton à recouvrir de 29 mm ou 38, parce que moi je trouve qu'avec un 38 c'est beaucoup plus joli. Il est beaucoup plus gros. À ce moment-là, si vous n'avez pas de bouton à recouvrir, un bouton de 38 mm. Et bien entendu, vous verrez, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, lorsqu'on a fait le petit chapeau, enfin le petit bonnet Gavroche, de doubler le tissu. Si vous utilisez un 38 mm, ça veut dire que... Alors, je vais le dire à 40 mm par exemple, mais ça n'existe pas à 40 mm, c'est-à-dire qu'il faudra un cercle de 8. Parce que là, j'ai du mal à calculer, donc 38 mm, ça ferait du 7 cm 60, hein, comme ça, hein, très rapidement, pour le diamètre du cercle en tissu, soit un rayon de 3,8 mm. Voilà, hein, donc je vous fais un petit cours de maths, soit dit en passant. Et puis, je voulais donc vous montrer les boutons à recouvrir. Alors, j'essaierai de vous retrouver le gros de 38 mm, c'est très dur à trouver. Il est très rare à trouver le bouton de 38 mm, hein. Vous l'avez là, hein. J'en ai plus, j'en avais que deux, hein, parce qu'il est vendu par deux. Et c'est des très gros boutons. Sinon, vous avez, écoutez, les 23 ou les 29 mm. Vous voyez, les 23 mm pour la petite et les 29 pour la grande. Voilà, donc des boutons à recouvrir. Et puis vous avez ce genre d'outils. Donc je vous remettrai tout ça en lien. Et puis si j'arrive à trouver le 38 mm, je vous le mettrai aussi en lien. Ce genre d'outils donc pour... recouvrir les boutons. Alors c'est quelque chose que je ne vais pas faire devant vous, recouvrir le bouton, parce que je vous l'avais montré lorsqu'on a fait justement donc le petit garçon dans son cadre à broder. Donc voilà, vous avez tous les éléments, le zip de 20 cm pour la petite, le zip de 40 pour la grande, et puis je vous donne des petites recommandations donc pour donc réaliser ces pochettes, et tout ça vous l'avez toujours comme habituellement dans des plans très détaillés. Donc voilà, donc j'ai terminé les explications, je vous retrouve dans la partie couture parce que vous allez voir que cette pochette, eh bien, je mets plus de temps à vous l'expliquer qu'à la faire. Alors, à tout de suite. Eh bien, on va commencer par positionner d'abord la partie zippée. Vous allez prendre donc un zip. Donc là, moi, je vais prendre un zip, voilà, un peu plus grand. Donc, je vais le couper. Hein. Donc, toujours la même méthode. Hein. Donc, celle-là, elle n'a pas changé. Vous allez donc enlever les pointes de votre zip. Comme ceci, pour enlever le curseur. Hop. Hop. Des ciseaux multifonctions, ça va de soi pour éviter d'abîmer vos ciseaux. Très important, vous enlevez le curseur et vous le conservez. Vous ne faites pas comme moi, vous ne le perdez pas. Et puis ensuite, vous allez donc positionner votre zip endroit contre les deux parties donc rectangulaires donc, que je vous avais fait préparer tout à l'heure. Pareil, hein, donc je vais faire un côté avec vous parce que ça va très très vite. Hop. Vous maintenez donc votre zip à la partie principale. Vous prenez ensuite votre doublure, endroit contre endroit toujours. Je vous recommande de mettre une petite pince pour éviter que ça ne bouge, c'est très important. Et puis pareil, vous allez passer une petite couture de maintien pour faciliter ensuite. Alors vous allez vous rendre compte que parfois il y a quelques millimètres, c'est normal, hein, parce qu'on travaille deux matières différentes. Et puis ensuite, écoutez, vous prenez donc votre pied à zip, et puis le plus proche de la rainure du zip, et puis vous allez tout simplement longer comme ceci. Et puis on continue tout simplement. Regardez, vous voyez avec votre doigt, vous longez, hein, donc la rainure du zip, ça facilite. Hein. Et voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, vous avez juste à venir... Tout simplement, je trouve que les deux coloris se marient bien et puis le zip est plutôt pas mal. Ensuite, vous allez bien tendre votre ouvrage comme ceci. Je vous recommande de prendre des petites épingles. Alors, je vous mettrai ces épingles, elles sont beaucoup plus épaisses. Elles sont de la marque Clover, de très très belle qualité. Lorsque je travaille des sacs, j'évite d'utiliser les très fines. Parce que les très fines, c'est bien pour quand on fait des poupées et pour faire des fronces, pour éviter de les abîmer. Donc là, en l'occurrence, pour faire ce genre d'ouvrage, elles sont plus épaisses et elles permettent de bien maintenir
Regardez. Alors, je vous recommande vraiment de mettre les épingles. Hein. Comme ça vous maintient bien votre doublure. Et puis, vous allez ensuite prendre un point beaucoup plus large. Donc là, moi, je vais prendre un point de 3. Et puis, bah, écoutez, je vais suivre l'intérieur de mon pied pour venir faire une couture de maintien de la doublure. Parce que si je ne fais pas cette couture-là, la doublure va se prendre dans le zip lorsque vous allez fermer votre pochette. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, une très belle pose, une belle ligne droite parce que j'ai suivi vraiment l'intérieur de mon zip et on obtient une qualité professionnelle de pose de fermeture. Je vais faire l'autre côté, puis bah écoutez, je reviens vers vous pour vous montrer comment je trace donc ensuite le gabarit à zip. Alors à tout de suite. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, il y a un zip très bien posé, bien droit. Ensuite, bah écoutez, on va positionner le curseur hein, comme habituellement. Je vais couper un petit bout d'un côté. 2 mailles, hein. Faut qu'il y ait à peu près 2 mailles de distance entre un côté et l'autre pour que vous puissiez bien l'emboutir. Donc, je vais en enlever encore une. Pour que ça facilite. Voilà. Hop. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez emboutir, comme je vous le montre déjà depuis pas mal de temps, le curseur. Voilà ce que ça donne. Alors, je suis pas en face. C'est pas gênant. Si vous avez quelques millimètres, c'est pas gênant. Vous allez comprendre pourquoi. Hein. Parce que là, si vous voulez, c'est une partie qui est préparée. Ce qui compte, c'est qu'après, on va tracer le gabarit. Vous allez donc réemboutir donc, le curseur. Par contre, là, il faut qu'il soit bien droit. Hein. Donc ça va de soi. Et ensuite, bah écoutez, vous l'emmenez au milieu, comme habituellement. Et regardez, vous avez les 2 extrémités qui sont fermées. Donc, ensuite, vous voyez, je ne suis pas tout à fait en face, mais il y a quelques millimètres, c'est pas gênant. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai mon gabarit. Regardez. Je viens bien me mettre en alignement avec le début du tissu, comme ceci. Et puis, je viens tout simplement... Bah, écoutez, je vais me mettre comme ça va être plus simple et vous verrez mieux. Vous voyez, vous alignez, hein, vous mettez tout bien en alignement, puis vous prenez un crayon ou un feutre, ce que vous voulez. Et vous venez tracer votre gabarit. Comme ceci. Voilà. Voilà. Ici, bah, vous écoutez, soit vous prenez une règle, soit vous faites comme moi, vous vous mettez droit. Hein. Vous voyez, vous vous mettez ici droit. Pourquoi? Parce que maintenant, on va le mettre à effet miroir. Regardez. Comme ceci. Et vous allez venir contourner comme ceci. Voilà ce qu'on obtient. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Vous allez venir faire un zigzag tout le contour. Si vous avez une machine familiale, le zigzag, vous ne le faites pas sur le zip. Hein. Vous commencez ici, vous terminez ici, vous redémarrez ici et vous terminez ici pour éviter d'endommager donc votre machine parce que les zigzags sur les fermetures c'est pas recommandé, donc faites bien attention hein. Ensuite bah, je vais vous expliquer sur la partie qui concerne donc le grand, donc la grande pochette. Vous avez ici ça correspond à celle-ci, hein, si vous voulez, celle-ci est petite, celle-ci est grande, c'est la même chose. Et bien pareil, hein, vous avez ici doublé le tissu. Là où je vous ai mis doubler le tissu, ça veut dire qu'ici c'est la partie qui longe le zip. D'accord? Celle qui a 16,25, c'est celle qui longe le zip. Et celle où on double le tissu, c'est là où il y a 15 cm. Qu'est-ce que vous faites? Imaginez que vous avez votre zip et ici c'est le bord de votre tissu. Et bien vous venez et pareil, vous faites ceci et vous tracez bien entendu tout le contour. Et puis ensuite, bah écoutez, après le zip, vous venez de l'autre côté. Hein, et puis bah écoutez, vous retournez comme ça pour faire l'autre côté puisque c'est un demi-plan. Donc voilà. Alors je ne sais plus si je vous ai marqué demi-plan, mais c'est un demi-plan. Voilà pourquoi je vous l'explique, pour que vous sachiez comment on fait la grande pochette. Ensuite, bon, je vais donc faire mon zigzag et je reviens vers vous. Alors à tout de suite. Voilà ce que ça donne. On a vu un petit peu? Donc si vous étiez vraiment pas au niveau, c'était pas gênant. Hein. Vous avez vu que le résultat, on l'obtient. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez couper, longer donc le petit zigzag. Et puis arrivé à ce niveau-ci, n'utilisez pas le ciseau Amplify, mais le multifonction. Et en plus de suite, vous voyez, il a un peu plus de mal à couper. Hein. Celui-ci coupe mieux, hein, le tissu. Hein. Donc, pour celles qui l'ont déjà acheté, hein, donc je vois qu'elles en sont très contentes. Parce que franchement, il est topissime ce ciseau. Donc, et puis ainsi de suite. Et puis voilà, hein, donc vous voyez ce que ça donne. Et puis, bah écoutez, on réserve cette partie. Je vais la couper hors caméra. Ensuite, on va se concentrer sur le corps de la pochette. Alors le corps de la pochette, vous l'avez là. Pour la grande, bah, bien entendu, c'est le grand format. Et puis pour la petite, vous avez donc
votre demi-plan que vous avez fait à effet miroir, que vous avez donc fait un piqué libre. Regardez comme c'est joli le piqué libre sur l'envers. Vous avez vu? Alors c'est des petits cœurs, hein. Donc ils sont super jolis, hein, ces gabarits. Regardez. Et puis bah écoutez, j'ai les deux petites latérales, hein. Regardez. Et tout ça, bah écoutez, on va venir l'assembler. Alors comment on va faire? Vous allez déjà, donc vous avez les milieux, hein, donc quand vous allez faire à effet miroir, profitez-en déjà pour mettre votre milieu. Et puis ensuite ici, vous avez vu, bah, j'ai plié, et puis voilà, hein, puis j'ai trouvé mon milieu, je l'ai marqué tout simplement. Rien de plus classique. Et puis ensuite, bah, vous allez faire comme ceci, marcation contre marcation. Alors vous faites bien en sorte d'être bien au même niveau, hein, parce que sinon vous allez avoir un problème ensuite. Et puis vous allez mettre une petite épingle. Et puis vous allez faire la même chose de l'autre côté, parce que j'en profite, je le fais tout de suite. Comme ceci. De la même manière. Vous voyez ce qu'on obtient, hein, vous avez et d'un côté et puis de l'autre. Alors je vais faire un côté avec vous et puis l'autre, bien entendu, ça sera la même chose. Ensuite, bah écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà commencer par coudre entre les deux, si vous voulez. Vous voyez là, vous avez un petit arrondi. Alors sur la grande, vous avez un arrondi qui est plus atténué. Mais bon, c'est pas grave, hein. Vous faites entre les deux arrondis cette couture. Parce que je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, puis toujours pareil, moi je fais toujours mes mages à un quart. Mais vous pouvez prendre le pied de votre machine, hein. Voilà, hop. Vous voyez? Comme ceci. Alors, hop. J'ai pas diminué mon point. Faites bien attention de travailler avec des points de 2, hein. Là, vous voyez, moi, j'étais restée encore avec le point assez large. Et puis, bah, écoutez, vous obtenez ceci. C'est plus facile de commencer en faisant une couture sur le fond parce que ça va vous permettre de pouvoir amorcer les courbes ensuite. Alors, comment je fais? C'est simple, hein. Regardez. Je vais plier comme ceci. Regardez, je vais suivre l'arrondi de la latérale, hein, et puis je vais épingler. Regardez. Hop, je vais emmener comme ceci. J'hésite pas avec les épingles, hein. Vous voyez ici, éventuellement, j'en remets une. Parce que ici, je veux que vraiment que l'arrondi vienne bien se former. Hop. Je fais ceci. Et la pointe, et ben, j'essaye de la faire contourner comme ceci. Hop. Et j'en remets une ici. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, hein, il y a vraiment de l'épingle. Ensuite, bah écoutez, je vais tout simplement venir coudre. Alors j'enlève cette épingle qui m'a aidé au démarrage. Et puis je vais venir coudre avec ma marge de couture. Alors moi je vais enlever les épingles au fur et à mesure parce que celles-ci sont très épaisses. Et sinon ça va faire clac. Et si ça fait clac dans ma machine, ça veut dire que le fil il a été coupé, hein. Ce que je fais bien souvent, c'est que je repasse, je refais une deuxième couture, hein. Vous avez une industrielle, hein, faites attention aux épingles. Refaites une deuxième couture éventuellement si vous voulez conserver vos épingles, hein. Regardez, alors là vous y allez tout doux, hein. Vous faites attention à ce que votre tissu soit bien tendu sur l'arrière. Éventuellement ici vous levez, vous pivotez légèrement votre tissu. Et vous emmenez la couture jusqu'à joindre l'autre. Regardez, vous passez par-dessus l'autre, hein, tout simplement, regardez. Hop, hop, hop. Je vais même un peu plus loin, vous voyez. Puis ensuite, bah écoutez, vous avez posé un côté. Elle est très facile à faire comme pochette, hein. La technique de cette pochette, c'est le biais, hein. Rien de pour le reste, regardez. Vous voyez ce que vous obtenez, regardez. Je vous le mets sur l'envers. Vous obtenez quelque chose de très bien positionné. Ensuite, bah écoutez, ce que j'ai fait là, bien écoutez, je viens faire la même chose. Alors, je reviens comme ça. Je vous montre juste un côté, puis après vous avez compris que ça va être la même chose pour l'autre côté et à faire aussi sur la doublure. Donc, je termine ce côté, puis je vous montre ce que j'ai fait sur la doublure, comme ça vous allez comprendre ce que j'ai fait. Hop. Et hop. Et hop. Et puis hop là.
Eh bien écoutez, pareil, hein, je vais venir faire ma couture. Alors soit vous la faites dans un sens, mais là en l'occurrence c'est même mieux de le faire dans ce sens-là. Vous avez vu? Vous tournez dans un sens, vous allez là où vous êtes le plus à l'aise. Hein, parce que après, vous voyez, je prends un sens, je prends l'autre. Parce que là, vous voyez, ça se forme mieux dans ce sens-là. Bah écoutez, je prends dans ce sens-là et puis je viens... Regardez. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais mon industriel, lorsque il prend à l'envers les épingles, elle passe mieux. Donc, ouais, on a entendu un clac. Vous avez entendu? Eh bien, ça veut dire que mon fil a cassé. Donc, voyez? Donc, il va falloir que je repasse une couture. Mais je vais la refaire hors caméra, mais je vous montre juste le résultat pour que vous voyez ce que ça donne. Vous voyez? Alors, ce que j'ai fait là, bien entendu, je fais la même chose sur l'autre latéral. Hein, donc, je viens, tac, tac, tac. Et puis après, je viens, toc, tac, toc. Je fais l'autre côté. Pareil sur la doublure. Vous voyez, je fais la même chose. Regardez. Et je fais un côté. Et puis, bah écoutez, j'ai fait l'autre. Tout simplement. Donc, je termine donc la partie principale et je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous allez prendre la doublure, vous allez l'emboutir tout simplement à l'intérieur. Rien de compliqué. Vous allez bien écarter les coutures, c'est super important. Et puis, bah, vous écoutez, vous allez faire correspondre chaque latéral comme ça. Regardez, couture contre couture, pour que vous soyez sûr que votre ouvrage soit toujours bien réparti. Et puis, vous allez mettre une épingle. Et vous allez faire ça avec les 4 coins, comme ceci. Hop, en voilà le deuxième. Vous voyez que j'écarte bien les coutures. C'est important pour qu'on en ait le moins épais possible. Surtout qu'avec vos machines familiales, bon, moi, le mien, il n'y aurait pas eu de souci. Hein. Ça se serait fait très très bien. Mais vous écartez bien les coutures, c'est très important. Et surtout, toujours bien fixer la doublure à partir donc des coutures pour que vous soyez ensuite sûr que votre ouvrage soit bien réparti. Enfin, votre doublure soit bien répartie. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez tout simplement, bah écoutez, venir faire tout correspondre. Et logiquement, si vous avez bien travaillé, et bien écoutez, tout vient se mettre en place. Voilà, comme ceci. Hop. Hop. Ici, de la même manière. Après, il ne reste plus qu'à venir bien le positionner dans le fond. Allez, encore une. Elle est bientôt finie, la pochette. Hein. Vous allez voir qu'après, c'est hyper rapide. Hein. Elle est très rapide à faire. Très agréable à faire. Comme je vous le dis. Et surtout très jolie. Parce que vous pourriez aussi la faire avec un appliqué, vous pourriez faire une technique patchwork, parce que je vous ai fait la grande avec la technique crazy, mais vous pouvez la faire avec plein d'autres techniques de patchwork. Hein. Elle serait. Vous pouvez aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais utiliser un autre coloris pour les latérales, hein, ici et ici, hein, pour apporter un contraste. Bon, moi je n'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Alors, je vais la retourner parce que c'est toujours plus facile de coudre sur la partie matelassée. Et puis comme ça, j'aurai pas les épingles qui viennent me piquer. Ouais, et puis ensuite, vous faites tout le contour. Vous allez faire une couture de maintien, tout simplement. Alors, je vais la faire et puis vous avez compris comment ça se présente. Je prends maintenant la partie donc zippée. Vous avez vu ce que ça donne un petit peu avec la doublure. Et puis, bah écoutez, pour la grande pochette, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il va falloir que la partie zippée, vous la positionnez comme ceci. Donc là, elle n'est pas adaptée donc à ce sens-là, hein, parce que cette pochette, je l'ai conçue autrement. Et ainsi, vous aurez le zip qui va s'ouvrir. Faites attention à l'ouverture du zip. Moi, je veux qu'il ouvre de la gauche vers la droite, hein, et puis qu'il se ferme de la droite vers la gauche. Donc là, je ne vais pas l'ouvrir entièrement, parce que sinon, après, ça va me gêner pour les prochaines étapes. Et pour la petite pochette, eh ben, vous allez le positionner comme ceci. D'accord? Comme ceci pour la grande, comme ceci pour la petite. Et vous avez les latérales hein, qui sont là pour vous l'indiquer. Ensuite, vous allez chercher tous les milieux. Alors, donc ici, qu'est-ce que j'ai fait hein? J'ai plié comme ça. Ici, pour trouver le milieu ici, bah, j'ai fait comme ça. Et puis, ainsi de suite. Hein. Pareil pour la partie zippée. Hein, donc, j'ai plié en deux. J'ai trouvé le milieu là et puis là. Puis le milieu, je l'ai ici puisque c'est la partie où il y a le zip. Donc, vous voyez. Hein, donc, rien de compliqué. Donc là, ici, je vais faire correspondre. Regardez. Comme ceci, hein, vous voyez. Je vais mettre une pince. Je vais faire correspondre en face. Regardez. Voyez?
une petite pince de nouveau. Je vous remettrai les pinces, hein, qu'elles sont top. Hein. Ici, vous avez une marcation ici, celle du zip. Et ben, vous allez faire la même chose. Vous allez, hop. Alors, ça a été un sacré calcul. Hein. Je m'y suis pris à plusieurs fois pour faire cette partie zippée. Hein. Je vous cache pas que... Mais, ça a été... Une fois que j'ai trouvé la bonne dimension, j'étais contente. Hein. En fait, la première fois, je l'ai fait un peu plus grande. Et puis après, je suis venue à réajuster en faisant le contour. Hein. Puis après, bah, écoutez, j'ai obtenu quelque chose qui vient s'emboîter parfaitement. Donc, éventuellement, je vous montrerai un jour les photos, comment j'ai fait. Parce que je prends des photos, moi, des fois, pour me souvenir de comment j'ai fait. Parce que si jamais je dois en reproduire une autre. Parce que pour la grande, j'ai pas fait du tout les mêmes calculs. Hein. Hop. Hop. Et puis regardez. Tout vient s'emboîter parfaitement. Regardez. Ici, vous aurez une pointe. Donc, elle va dépasser forcément la pointe. Hein. Donc, on aura à la couper. Hein. Hop. Faites attention à cette pointe. Il faut qu'elle dépasse légèrement pour qu'on puisse venir ensuite. Parce que sinon, on va voir la couture qui est ici. Donc, il va falloir que votre couture, elle passe ici. Vous voyez? Pour pas qu'on voit le rouge de votre zigzag ou votre zigzag que vous aurez fait, parce que sinon ça va pas faire joli. Donc là, en l'occurrence, on va juste faire une petite couture de maintien tout le tour, parce que c'est après avec le biais qu'on va venir faire la couture finale. Alors mais ça, je vais vous montrer dans les étapes. Et puis, bah écoutez, tout ce petit contour. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, ça s'emboîte parfaitement. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez faire juste une petite couture. Mais vraiment, regardez, hein, la moitié de votre pied. Hein, c'est ce que je vais faire. Hein. Et puis, bah, écoutez, tout le contour, en fait. Hein. Donc, vous voyez, hein, je ne fais pas la marge de couture habituelle. Hein. C'est le biais, après, avec la pose du biais, qui va permettre donc la couture définitive. Donc, je termine tout ce contour parce que vous avez compris. Hein, je fais tout le contour, tout simplement. Hein. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la petite lanière. Alors pour la petite lanière, hein, c'est la petite bande de tissu qui fait, je crois, 4 cm par je ne sais plus combien de longueur, hein, mais vous l'avez dans le PDF. Hein, donc vous voyez ce que ça donne. Moi, ce que je fais, je marque un petit peu le milieu, et puis après, bah, je plie un côté. Donc là, moi, je l'ai fait avec mes ongles. Hein. Je l'ai préparé pour que ça soit plus simple. Puis je plie l'autre côté, et puis après, bah, écoutez, je replie encore en deux. Hein. Pour la faire tout simplement, et puis après, bah écoutez, je passe ça à la machine à coudre. Alors je choisis le côté qui me plaît le mieux, donc là ça c'est plutôt pas mal. Et puis, bah écoutez, je vais faire un point large de 2,5 par exemple, et puis je me mets bien au bord, et puis je fais un côté, et j'emmène jusqu'au bout, et puis bah écoutez, ensuite je fais l'autre côté. Hein. Ensuite, eh bien écoutez, je mets la couture la plus belle endroit contre endroit, parce que vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas très jolies ici. Eh bien, vous avez le milieu, bah, vous venez tout simplement, regardez, vous mettez votre trait au milieu, comme ceci. Hein. Vous voyez, hein, vous avez la marcation du milieu, vous faites, alors, je vais vous faire comme ça, vous verrez mieux. Je fais un côté comme ça, je viens, je mets une épingle. Voilà, comme ça la maintient bien en place. Alors endroit contre endroit, hein, mais ce que vous voyez là, vous avez toujours des coutures. Si vous avez le point droit où l'aiguille pique toujours au même endroit, utilisez toujours le... Voilà, sélectionnez toujours le point où l'aiguille pour la marche arrière pique toujours au même endroit. Vous n'aurez jamais ce genre de choses qui sont pas très jolies. Hein. Donc, mais moi, mon industriel, je peux pas le faire. Donc, Puis ensuite, vous allez faire une petite couture de maintien. Alors, une petite chose, hein, vous faites attention où vous mettez votre petite lanière. Vous avez vu que moi, je veux qu'elle s'ouvre comme ça. Donc, je l'ai mis ici pour qu'elle ferme comme ça. D'accord? Parce que si vous faites dans l'autre sens, ça sera moins joli. Hein, pour vous voyez? Regardez. Vous voyez? Pour l'ouvrir. Donc, faites bien attention au sens où vous la mettez. À moins que vous préfériez l'autre. Mais vous voyez ce que ça donne. Hein. Ensuite, on va positionner le biais. Hein, et elle sera quasiment terminée. Alors, je vous ai fait couper une bande de 6 cm.
Pourquoi 6 cm? Parce que c'est le fameux biais double que je vous ai déjà montré, que je fais régulièrement. Et ça permet d'éviter de couper le biais à 45 degrés. Il faut savoir que quand on coupe un biais à 45 degrés, lorsqu'on a des bases arrondies, il faut un biais à 45 degrés pour que vous ayez plus d'élasticité. Mais le fait de faire un biais double, eh ben, ça vous évite de couper à 45 degrés. Et notamment, ça évite aussi d'avoir un grand gaspillage de tissu. Parce que quand on coupe à 45 degrés, ben, vous avez une partie du tissu après qui va se finir en pointe et vous gaspillez énormément de tissu. Donc voilà. Donc d'où j'ai eu l'idée de faire moi cette bande de biais. Et puis bah écoutez, ce que je fais, ce que je vous ai déjà montré, eh bien écoutez, je vais le plier en deux. Et puis vous savez, avec ce genre de biais, on obtient aussi de très jolies finitions, même avec des arrondis. Donc pourquoi? Parce que comme il est plié en deux, eh bien ça vous permet de bien tirer correctement et de ne pas le plier. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin de le plier une fois, deux fois et puis trois fois. Voilà. On aura juste à le plier une fois, là en l'occurrence, au lieu de deux. Voilà. Vous allez faire donc une couture de sécurité tout le long de votre bande de 6 cm. Je vous ai déjà montré comment on coupe des bandes de 6 cm, des bandes, des grandes longueurs, lorsqu'on a fait les sangles pour le sac rond. Je vous ai mis le lien en début de vidéo, donc je ne peux pas vous le remettre maintenant, mais vous verrez cette vidéo, ça vous permettra d'apprendre à faire des sangles, couper des grandes longueurs de tissu, même quand vous n'avez pas de tapis de coupe ni de cutter rotatif. Je vous ai montré comment on fait avec le bord de votre table pour pouvoir faire de grandes longueurs de tissu, comme là en l'occurrence des bandes. Faire des bandes, c'est toujours plus compliqué, mais avec les méthodes que je vous donne, bah écoutez, vous n'aurez jamais de soucis pour les couper, parce que les trois quarts du temps, lorsqu'on n'aime pas faire des biais, pourquoi? Parce que déjà il faut les couper à 45 degrés, ou alors bah, il faut couper des grandes longueurs, mais avec la méthode que je vous donne, bah, couper des grandes longueurs, c'est un jeu d'enfant, Mais bon, je vous recommande quand même d'avoir un tapis de coupe et puis un cutter rotatif. Donc je vous mettrai tout ce matériel en lien, les cutters rotatifs de chez Clover. D'abord je les ai là juste à côté de moi. Donc vous avez le grand, vous avez les autres, vous avez même le tout petit. Donc là je n'ai pas le tout petit. Et puis vous avez aussi le support. Donc je vous avais montré. Pour couper les grandes longueurs, c'est juste phénoménal. Et puis alors ceux de Clover, ils sont topissimes. Parce que rares sont les cutters rotatifs qui ont un support. Et puis là, moi, je les ai toujours là sur mon plan de travail. Et puis, bah écoutez, c'est juste topissime. Donc, je vous les mettrai en lien. Parce que vous allez voir que c'est topissime. Je vous mettrai aussi en lien les Fiskars. Alors, vous avez le plus gros. Pourquoi? Parce que moi, je m'en sers pour couper les jeans. Vous voyez, un petit peu, on le voit bien. Il a servi pour couper le jean. Vous voyez, mais il y a même des détritus de jean parce que je viens de m'en servir. Et bien, quand j'ai coupé le petit crazy au milieu, bah, j'ai utilisé là ce cutter là. Pourquoi? Parce que celui-ci, on a une bonne prise. Et pour couper, on a besoin de plus de force quand c'est des matières lourdes. Et là, je vous les mettrai aussi. Il y en a deux. Il y a le plus gros et puis il y a celui-ci. Puis il a un cran de sécurité. Je l'aime bien parce que regardez. Hop. Les Fiskars, ils sont ingénieux. L'autre, je vous montre quand même. L'autre, c'est ce genre de système. Vous voyez? Hop, hop. Vous voyez, il est bien aussi. Par rapport à d'autres marques, ils sont topissimes. Ils sont bien conçus. Donc voilà, je voulais quand même vous les montrer pour que vous ayez le bon matériel pour pouvoir travailler. C'est très important. Ça facilite, on va dire. On peut travailler sans matériel, mais ça facilite. On va ensuite positionner le biais. Alors le biais, on veut que la jonction elle soit la plus discrète possible. Qu'est-ce que je fais moi? Eh bien, je viens le positionner ici. Vous voyez, parce que ici dans la jonction, c'est pas possible. Ça va gêner, puis ça va créer de l'épaisseur. Donc je vais venir un petit peu avant. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien ici, je fais un petit triangle comme ça là. Vous voyez, à 45, un angle à 45 degrés, tout simplement. Et puis je vais venir avec mes petites pinces, ça facilite. Alors je le fais toujours dépasser un petit peu, puis après je coupe. Faites dépasser, c'est toujours mieux. Et puis ensuite, de l'intérieur, on le positionne de l'intérieur, le biais. Surtout pas de l'extérieur, parce qu'on veut la plus belle finition sur la partie extérieure. Ça va de soi. Alors je vais faire tout le contour comme ça, là. Donc, je ne vais pas vous montrer tout le contour, et puis bah écoutez, je vais vous montrer comment je couds ça tout simplement. Alors n'oubliez pas de mettre la petite lanière avant de mettre le biais, sinon vous allez être embêté. Pareil, si vous faites le grand sac, n'oubliez pas de venir mettre les sangles ici à 6 cm du milieu. Donc vous aurez le zip dans ce sens-là, dans la grande. Donc ici vous n'aurez pas le zip. Le zip il sera ici. Et bien à 6 cm du milieu, vous viendrez mettre les sangles et d'un côté et de l'autre.
bien sûr l'endroit de la sangle vers vous, parce que comme vous allez la retourner ensuite, eh bien il faudra qu'elle soit vers vous. Donc envers de la sangle contre endroit ici, d'accord? Et puis bah écoutez, ensuite, une fois que vous aurez positionné les sangles, vous viendrez positionner le biais, d'accord? Comme pour la petite sangle d'ailleurs, hein, qu'il y a derrière. Hein. On positionne d'abord tous les éléments et on termine toujours par le biais. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un biais de finition. Hein, il porte bien son nom. Un biais, c'est la dernière chose qu'on met dans un sac. Dans un sac, dans une pochette, si on met bien entendu un biais, hein, avec les techniques où on met un biais. Là, j'aurais pu vous faire une technique aussi sans pose de biais. Mais le biais apporte un côté charme avec le bouton, la petite lanière. Si vous ne mettez pas le biais, c'est pas pareil. Hein. J'aurais pu vous la faire hein, sans biais. Hein. Il aurait suffi que cette partie, on la mette en endroit contre endroit et qu'on fasse une couture et le tour était joué. Sauf que c'est moins joli. Donc j'ai voulu vous la faire comme ça au démarrage et puis après je me suis aperçue que c'était pas beau du tout. Parce que, bah écoutez, le biais apporte un charme supplémentaire à cette pochette. Hein. C'est le biais qui fait vraiment le tout. En fait c'est un élément de tout cette pochette. Vous avez vu comment elle est sympa? Et puis bah écoutez après voilà. Hein. Je positionne pas le dernier, je le laisse comme ça parce que comme je vous le dis lorsqu'on va coudre, bah écoutez parfois c'est juste vraiment un maintien pour le démarrage et puis vous allez voir qu'après ça se détend le biais. Et puis ensuite vous allez faire attention de mettre tout bien droit et puis vous allez faire avec un quart, votre marge à un quart ou votre pied de machine, hein, pas plus de 5, hein, de 0,5 la marge. Hein. Pour la couture créative, parce qu'on m'a posé la question, hein, la couture créative on utilise des marges maximum à 0,5. Éventuellement un quart c'est l'idéal, mais 0,5 maximum. C'est pas pour comme la confection où on peut utiliser des marges de 1 cm. D'accord? La confection, bien entendu, pas pour les poupées, parce que les poupées c'est tout petit, mais pour la confection en général, on utilise des marges de couture à 1 cm. Mais pour tout ce qui est couture créative, on utilise des marges, bah écoutez, un quart ou 0,5, d'accord? Millimètres, hein, ou votre pied de machine, tout simplement. Mais pas plus. Et que je vous dise, hein, tous mes patrons sont marge comprise. C'est-à-dire que vous coupez soit sur le trait, soit vous cousez sur le trait. Je ne vous ferai jamais de patron où vous devrez mettre les marges de couture. Je ne vois pas l'intérêt de vous faire ça. D'abord, c'est plus compliqué et les débutantes, bah, elles seraient un petit peu perdues. Vous aurez toujours soit à couper le long du trait, soit à coudre sur le trait. Donc voilà, ça c'est des petites précisions que je vous donne parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. Et comme ça, vous êtes au parfum, hein, si je peux dire. Donc voilà. Alors et puis après, bah écoutez, on va coudre tout le contour, hein, biais classique jusque là, rien de compliqué. Vous faites attention. Vous voyez qu'il y a déjà une petite, regardez, vous voyez, ça se détend, hein, c'est normal. Parce qu'on coud deux matières différentes. Et je vous le dis, quand on a du molleton, eh bien, et puis du tissu, bah ça se détend, c'est logique, hein, ou ça rétrécit ou ça se détend en fonction des matières que vous utilisez. Et vous voyez que là, j'utilise mon pied de machine. Alors que tout à l'heure, je ne l'ai pas utilisé. Pourquoi? Pour que, vous voyez ici, on ne voit aucune couture n'apparaisse. C'est pour ça que je mets toujours, quand j'assemble, une couture de maintien. Et puis quand je finis la finition, bah, je prends mon pied de machine. Faites toujours ça pour positionner vos biais, vous n'aurez jamais de difficulté. Hein. Avant, moi, je faisais tout avec la marge de couture. Hein. Même l'assemblage. Et puis je me suis aperçu que quand on retourne, des fois, on voit la couture. Et que là, bah, écoutez, on ne voit rien. Hein. Vous avez vu? Ça fait des super finitions propres. Alors vous faites bien attention. Regardez. Hop. Les pinces permettent, bah écoutez, de maintenir le biais pour qu'il soit bien en place, mais vous voyez que je tire dessus quand même. Hein. Et puis vous y allez tout doux. Hein. Si vous voyez que votre machine a du mal avec le zip, à cause de l'épaisseur, mais bon, il n'y a pas trop d'épaisseur là en l'occurrence, bah vous changez votre aiguille, vous prenez une aiguille de 100 pour positionner le biais. Ainsi, vous n'aurez pas de difficulté. On continue comme ceci. Une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, pour le crazy, lorsque vous ferez le crazy, l'assemblage du sac en crazy, vous utiliserez une aiguille de 110-18. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est, voilà, vous l'avez en jean ici. Bon là, moi, c'est les industriels, mais là, c'est les familiales. Vous voyez, l'avantage de ce petit MyPad de Schmetz, bon, moi, là, j'ai utilisé cette partie-là pour mettre mes aiguilles industrielles. D'accord? Et
les universels, tout ça, toutes ces couleurs-là, parce que c'est ce que j'utilise le plus pour ma VQ2. Bah écoutez, vous voyez là j'avais utilisé du jean par exemple pour faire le zigzag et tous les contours. Vous utilisez une aiguille de 118, voyez, pour ne pas avoir de soucis. Sinon vous allez avoir des soucis pour justement assembler le sac Crazy. Donc vous voyez, j'avais utilisé une aiguille à jean. Et puis, bah écoutez, là, je sais que j'ai une aiguille de 90, ça me permet de savoir où elle est mon aiguille. Là, pareil, voilà, je sais où sont mes aiguilles, puis j'en ai d'autres pour les autres couleurs. Vous voyez, j'ai mis une épingle pour chaque couleur, en fait. Vous voyez, pour le jean, ici, si je prenais, bah écoutez, je prends l'aiguille, je mets, hop, je prends l'aiguille, et puis j'ai mis le bleu, pour savoir qu'ensuite, bah, j'ai pris une aiguille à jean. Tout simplement. Je vous le remettrai en lien, ce tapis, parce qu'il est juste top, hein. Franchement, il est topissime, hein. Je vous l'ai déjà présenté, mais il est superbe. Donc ensuite, bah écoutez, je suis arrivée quasiment au bout, hein, vous voyez comment ça se présente. Hein. Et bien je continue tout simplement, je fais mon petit bonhomme de chemin, allez on y va. Hop, je vais toujours un petit peu plus loin. Regardez. Vous voyez, je suis arrivée au niveau de la plissure que j'ai fait tout à l'heure. J'arrive maintenant ici, bah écoutez, j'en fais une autre. Vous voyez, je plie. Alors je fais en sorte d'être droite. Hein. Je tends bien. Vous voyez, je mets mon doigt pour que ça aide. Vous voyez comment ça se présente, hein. Et puis, bah, écoutez, je viens et je continue ma couture. Et j'ai terminé. Regardez comment ça se présente. Vous avez vu? Voilà. Alors, vous faites en sorte d'être au même niveau. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre des ciseaux, hein. Puis vous allez couper bah, tout ce qui dépasse, hein. Regardez, hop, vous coupez votre biais, et puis la bande, vous la conservez pour en faire une seconde, pourquoi pas, parce que vous avez largement de quoi faire une autre, ou alors, bah, pour faire la pochette, voilà, que je vous ai déjà montré, la petite mallette, vous pouvez utiliser, parce qu'elle fait 6 cm, donc vous avez juste à la découper, et puis vous l'utilisez pour faire l'autre petite mallette, parce que là, vous avez les 6 cm. Voilà. Donc ensuite, bah écoutez, vous allez vérifier que toutes vos coutures sont parfaites. Surtout ici, à ce niveau-ci, que votre couture passe bien en dessous. Ici, vous voyez de la petite pointe. Vous vérifiez vraiment que tout soit en concordance pour que vous n'ayez pas de soucis. Vous voyez, là, si ça dépasse un petit peu, bah regardez, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Vous allez venir ajuster, hein. Regardez, coupez tous les petits excédents. Tous ces petits excédents. Parce que sinon, vous allez avoir un souci, vous allez avoir un biais mal posé. Et puis ensuite, vous allez faire des tests, hein, voir si votre biais est bien positionné. Sinon, vous allez venir ajuster avec un petit point, regardez. Vous avez juste à le plier. Enfin, vous avez juste à le ramener vers l'avant. Parce que regardez. Vous regardez ce genre de biais qui est hyper facile à faire. Alors ici, pareil, vous voyez, j'ai trop d'épaisseur, qu'est-ce que je fais? Vous avez vu, hein, qu'il ne cadrait pas bien. Ah oui, une petite recommandation, parce que j'allais oublier. Avant de faire ça, j'allais oublier, hein, excusez-moi, mais dans la précipitation, il faut faire des incisions tout le contour. Pour que ça se détende, si vous voulez. Parce que comme on a des épaisseurs et le molleton est assez épais, je vous recommande, parce que vous avez vu que ça tirait là, pour le coup. Donc, je vous recommande de venir faire des incisions tout le contour. Alors, je vais le faire hors caméra, parce que là, il y en a un paquet. Mais vous avez compris que là, c'est tout le contour, parce qu'on a toute une base arrondie. Donc, il faut venir faire des incisions au plus proche de la couture, hein. Au plus proche, hein, mais pas... Regardez, moi je laisse quand même 1 millimètre ou 2. Hein. Et puis voilà, je vais continuer ça tout le contour. J'ai donc fait toutes les incisions, mais vraiment tout le contour. Et puis ensuite, bah, il ne reste plus qu'à venir positionner le biais, tout simplement. Vous le retournez, il n'y a pas besoin de le plier. Et puis regardez comment il se forme. Bah écoutez, parfaitement. Allez hop. Comme ceci. Tout le contour. Voilà, rien de compliqué. Hein. Je vais même peut-être le faire hors caméra parce que vous avez compris. Après, il faut faire une couture pour venir le fixer. Alors, je vous recommande de laisser toujours les épingles parce que ça facilite et ça évite que la lanière ne vienne à bouger. Éventuellement, vous la descendez juste un petit peu si vous avez une machine industrielle pour éviter que la pointe ne gêne. Et puis, regardez comment il se forme bien. Alors sur la partie jean, j'ai eu plus de mal. Hein. Je ne vous cache pas que j'ai eu plus de mal parce que
Bah, déjà, j'avais utilisé un tissu qui était très stretch. Et puis en plus, travailler le jean, c'est compliqué. Très compliqué. Hein. Donc pour celles qui font du jean récup, elles le savent. Donc faites attention. Les confirmés, hein, faites-la en jean. Mais les débutantes, faites-la le crazy avec du tissu coton. Hein, quand même. Parce que sinon, c'est pas une partie de plaisir. Ça peut devenir vite une galère. Hein. Même pour les confirmés. Alors c'est vous dire. Ensuite, bah écoutez, vous avez la jonction ici. Et puis vous faites en sorte que la pointe soit parfaite ici, regardez. Vous travaillez pour que, éventuellement, vous pliez légèrement ici, vous voyez, comme ça. Hop. Alors, je vais essayer de la travailler correctement, mais là, je ne suis pas bien positionnée pour le faire. Hop. Hop. Et voilà. Et puis ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à la mettre comme ceci. Donc maintenant, ce que vous allez faire, il ne vous reste plus qu'à venir tout simplement coudre. Alors, je vais enlever une pince. Et je commence à partir de la jonction, hein, un petit peu avant la jonction. Vous voyez, la jonction, vous devez la voir ici. Alors, je laisse ma petite pince pour pas que ça bouge pour l'instant. Et puis, regardez, je fais juste une petite marche arrière. Puis après, j'avance légèrement et j'enlève seulement ma pince. Ensuite, une petite recommandation lorsque vous posez un biais. Éventuellement, vous utilisez, je vous l'ai déjà présenté, hein, donc cet outil-là de chez Clover. Et ça vous aide, regardez. Vous voyez? Regardez, vous avancez et ça vous permet de le mettre en place. Regardez, correctement, votre biais. Vous avez vu? Regardez. Et ça évite aussi de vous blesser, surtout. Donc, je vous le remettrai en lien parce qu'il n'est pas très cher et en plus, il est juste formidable. Ce poinçon, il a une petite bille au bout, donc vous n'avez aucun risque de percer votre tissu. Et puis il est juste, écoutez, top. Hein. Bah, vous le voyez, hein, donc ça parle de lui-même. Donc je vais continuer tout ce contour parce que vous avez compris maintenant. Hein, donc inutile de vous montrer tout ça. Je termine la pochette et puis je vous montre le petit résultat. Alors à tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Vous avez vu comment elle est super jolie cette pochette. Hein. N'hésitez pas à la faire, vraiment le grand format pour trousse de toilette, la petite, écoutez, même pour mettre les bijoux, je sais pas moi. Vous allez en trouver un usage forcément parce qu'elle est juste fabuleuse et puis elle est vraiment vintage. Hein. Je l'ai appelée la vintage pas pour rien. Hein. Elle fait vraiment vintage. Hein. On aurait pu lui mettre, faire cette pochette hein, avec une armature métal, pour celles qui connaissent, hein, les fermetures métal qui s'ouvrent comme à l'ancienne. D'ailleurs, l'idée vient de là, hein, donc à la base. Hein. C'est pour ça que la partie zippée a été mise à l'intérieur pour justement éviter d'avoir cette fermeture à l'ancienne. Donc vous voyez hein, ce que ça donne, hein, vous avez vu la pose du biais. Une petite recommandation tout de même pour la canette, hein, lorsque vous allez positionner le biais, n'oubliez pas de mettre un taux sur taux pour que, écoutez, normalement ça passe des fois un peu à côté, hein, la couture lorsqu'on la fait sur le devant, et bien parfois ça peut faire ce genre de choses. Et pour que ça reste le plus discret possible, et bien écoutez, un taux sur taux. Vous voyez que là on la voit à peine. Hein. Et puis écoutez, regardez, la fermeture, écoutez. Et regardez l'intérieur, c'est juste trop beau. Et puis vous pouvez mettre votre main à l'intérieur. Hein. Donc il y a quand même une belle ouverture et on voit quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est juste topissime. Moi franchement c'est mon coup de cœur. Hein. Donc de toutes celles que je vous ai présentées, c'est mon coup de cœur cette pochette. Parce que je la trouve vraiment, vraiment très jolie. Et puis un peu vintage, moi j'aime bien. Donc voilà. Donc je vous retrouve donc pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, on l'a terminé la série de la ronde des pochettes et on a fini par la numéro 7. Et ce petit côté vintage, et moi, écoutez, je l'affectionne tout particulièrement. Alors, j'aime beaucoup son petit bouton à recouvrir et toute cette harmonie avec le biais. Franchement, c'est mon coup de cœur et vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, je vous remercie hein, pour tous les élans de sympathie parce que franchement, ça me va droit au cœur. Alors, tout plein de bisous. Écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet. Et vous allez voir que la petite demoiselle, elle tient la route. Hein. Je ne l'ai pas appelée Eva pour rien parce que vous allez voir, c'est la première fois que je me lance dans un projet ambitieux. Je n'ai jamais fait ce genre de poupée. Elle est plutôt étonnante. Je vous en réserve la surprise. Alors en attendant, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!